Aujourd'hui, on va parler d'arbitrage international et on va se demander comment rendre l'Afrique plus attractive pour l'arbitrage international. Avec nous, je suis ravie d'accueillir d'abord Alexandre Wagenheim, qui est vice-président de Justmundi. Et à ses côtés, Constantin Essanou, qui est directeur juridique assurance et RGPD du groupe Africa Global Logistics. Ma première question, c'est aujourd'hui, si je suis un investisseur et je vais signer un contrat, pourquoi est-ce que je choisirais une institution d'arbitrage en Afrique plutôt que une autre comme la LCIA ou la CCI? Alexandre? Alors c'est une vaste question. Merci en tout cas pour l'invitation. Je crois qu'en fait, en tant qu'usager de l'arbitrage, et probablement Constantin pourra nous en dire plus parce que c'est une société qui utilise l'arbitrage comme moyen de règlement des différends. Mais ce qu'on va chercher généralement, c'est d'avoir une institution qui administre une affaire de la manière la plus efficace possible, avec les coûts les plus bas possibles, avec des garanties d'impartialité des arbitres choisis, nommés, et une procédure qui permette. Donc, c'est généralement ce qu'on va chercher, indépendamment de savoir si l'institution est en Afrique, à Paris, à Londres ou aux États-Unis. Quel est l'intérêt de choisir une institution africaine plutôt qu'une autre? Alors nous, Justmundi, on est partenaire de 4 institutions en Afrique. On est partenaire du centre de Kigali, où on est aujourd'hui, du centre de Nairobi, du centre d'Afrique du Sud et du centre du Nigeria. Et on voit que chacun de ces 4 centres ont des spécificités différentes. Déjà, une sensibilité liée au contexte régional de l'Afrique, en tout cas géographique, qui fait que ça peut être plus pertinent pour un utilisateur de se tourner vers ces centres-là, et qui ont aussi des expertises plus poussées dans le type de dossier qu'on voit. On voit que beaucoup de dossiers en matière de construction, en matière d'arbitrage minier, passent pas mal par ces institutions-là, et donc ça peut être un facteur qui déclenche aussi un choix des utilisateurs sur des centres d'arbitrage africains plutôt que d'autres. Mais il peut y avoir évidemment beaucoup d'autres facteurs, mais qui sont peut-être plutôt sur la phase de négociation. Et là, je te laisse peut-être la parole à ce niveau-là, Constantin. Oui, alors en effet, Alexandre a dit l'essentiel. Nous, effectivement, en tant qu'investisseur international et usager de l'arbitrage, ce qu'on cherche avant tout, c'est une institution d'arbitrage dans laquelle on pense pouvoir faire confiance. Ça passe aussi par une question de moyens, de ressources humaines et financières du centre d'arbitrage. Il y a beaucoup de centres d'arbitrage en Afrique. Je crois qu'il y a à peu près 75 centres d'arbitrage en Afrique. Il y en a 22 dans la zone OHADA, par exemple. Donc il y en a beaucoup. Il y en a même d'ailleurs peut-être un peu trop. Peut-être qu'il faudrait un peu concentrer un certain nombre d'institutions, de centres d'arbitrage pour que justement ces institutions aient une plus grosse force de frappe et aient plus de moyens pour correctement administrer une procédure arbitrale. Vous en avez déjà cité un peu, mais donc est-ce qu'il y a quand même d'autres bonnes pratiques, peut-être, je sais pas, ou est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, en tout cas, qui viennent d'autres institutions arbitrales qui seraient bien de dupliquer dans les institutions sur le continent? Alors, il y a, moi je peux parler de ce que nous on fait avec les centres d'arbitrage en Afrique. Donc avec Justmundi, on a des partenariats avec ces centres pour publier les sentences arbitrales. Et donc il y a un réel effort, en tout cas avec les centres avec lesquels nous on travaille, pour promouvoir une certaine idée de transparence dans la procédure arbitrale, ce qui n'enlève rien à la confidentialité qui est un des atouts majeurs de l'arbitrage. Mais avec la technologie que nous on amène et l'utilisation de l'intelligence artificielle, on est tout à fait capable de protéger l'essentiel de la confidentialité de ces procédures, tout en permettant la publication de ces sentences, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir une réelle vision de comment est
administrer une procédure dans un arbitrage devant le Kigali International Arbitration Center ou le centre de Lagos, etc. Et en ça, je crois que c'est une pratique qui a été initiée par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à Paris, qui a été la première institution à publier de manière systématique des sentences et qui a créé un mouvement assez global et qui est également suivi. Et donc ça, je pense que c'est une bonne pratique que les institutions les plus avancées, on va dire, en Afrique, sont déjà en train de suivre. Je pense que les institutions peuvent aller beaucoup plus loin. Toujours dans cette idée de transparence et peut-être aussi, un des aspects principaux de l'arbitrage, c'est d'éviter les conflits d'intérêts. Entre, évidemment, les arbitres, c'est un tout petit milieu qui peuvent... parfois être des avocats, parfois avoir la casquette d'arbitre, etc. Et au niveau institutionnel, c'est primordial de garantir l'impartialité et l'indépendance. Et il y a plusieurs façons, vraiment en matière de politique institutionnelle, qui peuvent être mises en place pour préserver cet aspect important de l'arbitrage. Notamment, ça passe par publier les compositions de tribunaux, c'est-à-dire avant même qu'il y ait une sentence, etc., de savoir qui siège avec qui. C'est particulièrement important pour un utilisateur pour pouvoir faire son choix d'une manière éclairée de l'arbitre qu'il va nommer dans une affaire en sachant que telle personne a déjà siégé, bon ben ça va pas pour cette affaire, etc. Ça c'est par exemple une des actions préventives qu'on voit qui se développe ailleurs, qui n'est pas encore très présent. En tout cas nous on publie pas de composition de tribunaux comme on peut le faire avec d'autres institutions. Une autre pratique, et toujours en matière de publication, c'est de publier les décisions liées aux demandes de récusation. Bon voilà, ce sont des aspects un peu techniques, mais ce sont un peu des bonnes pratiques en matière de gouvernance des institutions qu'on voit se développer à l'étranger et qui seraient pas mal venues sur le continent pour précisément asseoir la légitimité des institutions d'arbitrage africaines. Juste peut-être en complément de ce que vient de dire Alexandre, parce qu'il a employé le terme transparence. Effectivement, il ne peut y avoir confiance que s'il y a transparence. Ce que fait par exemple la société dont il est le vice-président, c'est absolument essentiel, c'est-à-dire publier pour s'assurer que l'institution d'arbitrage est une institution de qualité. Et pas simplement l'institution en elle-même, mais qu'aussi elle a dans son panel d'arbitres des arbitres qui sont également des arbitres de qualité. Et que puisque les institutions d'arbitrage sont censées revoir les projets de sentence préparés par les tribunaux arbitraux pour s'assurer de la qualité rédactionnelle, de la motivation des décisions, s'assurer que ce que le tribunal arbitral a fait est bien dans le champ de l'acte de mission que les parties avaient attribué au tribunal arbitral au départ. Et donc c'est aussi ça qui va faire qu'un centre d'arbitrage, qu'une institution d'arbitrage va monter en puissance. C'est parce qu'on saura qu'elle fait le travail que je viens d'indiquer de façon sérieuse et que les arbitres qui sont nommés et qui sont rattachés d'une certaine façon à cette institution d'arbitrage sont des arbitres sérieux. Et j'avais une autre question, parce que l'arbitrage, c'est pas seulement donc les institutions arbitrales, mais c'est aussi une question de législation, de règlement, etc. Et est-ce qu'il y a des choses sur le continent, tant au niveau national que régional, qui pourraient être faites pour plus développer l'arbitrage sur le continent et améliorer la situation ? Je pense qu'on revient un peu toujours au même sujet, c'est-à-dire publier. Il y a un vrai sujet, alors là je sors un peu du seul cadre de l'arbitrage, mais il y a quand même un énorme sujet de la publication, même pas de la jurisprudence, mais même des textes, de ce qu'on appelle des textes de droit positif, c'est-à-dire quelles sont les lois et règlements applicables. On n'est jamais certain quand on a un texte, que c'est bien le texte qui est encore en vigueur, que c'est bien le texte qui est consolidé, c'est-à-dire est-ce qu'il a fait l'objet de modifications ou pas. Et donc il y a un énorme chantier de publication des lois et règlements, de publication de la jurisprudence. Là aussi, petite réflexion qui est en dehors de l'arbitrage, mais pour moi, ce serait un élément de lutte contre la corruption des magistrats qui serait majeur. Le jour où les magistrats, là je parle des magistrats des juridictions d'État, des juges, verront leurs décisions publiées, je pense que ça sera un moyen assez efficace de lutte
contre la corruption et que les juges, dans un certain nombre de pays, qui quelquefois vont un peu rapidement dans la façon de rédiger les décisions, seront peut-être plus appliquées. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la publication assure la transparence. Non, je ne peux qu'aller dans le sens de Constantin. Ok, très bien. Et une autre question, on a l'arbitrage africain, c'est également les arbitres africains et il y en a de qualité, etc. Mais comment augmenter leur visibilité à l'échelle internationale pour qu'ils soient plus présents dans les arbitres? Alors c'est une bonne question et c'est une question qui a fait l'objet de la table ronde que j'animais hier et dont Constantin faisait partie. On a passé à peu près 3/4 de cette table ronde à discuter de la question de capacity building et comment, et notamment tout à fait lié à la formation des arbitres, à être entraînés, disons, aux standards internationaux. On va dire ça comme ça. Et alors, nous, par exemple, on a 2 plateformes, une pour la recherche juridique, mais une pour la recherche de professionnels. Et on a eu à cœur de créer cette plateforme pour précisément accroître la visibilité de praticiens de l'arbitrage, notamment en Afrique, mais dans le monde en général, qui souvent n'ont pas forcément droit de citer, ou en tout cas dont on connaît moins, et pour leur permettre d'avoir en tout cas cette visibilité. Et je pense que des initiatives telles que des plateformes comme YouthConnect qu'on a construit sont des tremplins pour permettre cette visibilité-là. Au-delà de ça, typiquement les institutions d'arbitrage font des trainings, etc., et qui sont des bonnes voies par laquelle avoir une certaine reconnaissance et une certaine visibilité au niveau international. Une autre façon, en tout cas moi quand j'étais praticien en arbitrage, une façon de vraiment se faire les armes dans l'arbitrage, c'est aussi de passer peut-être par l'étape avant d'être arbitre, d'être secrétaire de tribunal arbitral, et ça donne vraiment une possibilité assez unique d'être un acteur très présent dans la procédure arbitrale, tout en pouvant acquérir une certaine compétence et expérience qui sera très utile après en tant qu'arbitre, une fois qu'on arrivera à être nommé par une institution, par des parties, etc. Et je pense que quand on parle d'africanisation de l'arbitrage, alors oui, il y a le capacity building sur les centres d'arbitrage, il y a tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Mais vraiment, pour moi, le cœur du sujet, qu'est-ce qui fera? Il y a 2 choses qui feront qui détermineront le développement de l'africanisation de l'arbitrage. C'est que les juges nationaux d'appui, puisque même si l'arbitrage, on l'oppose souvent aux procédures devant les juridictions d'État, même si on oppose souvent les deux, arbitrage et juridiction d'État, les deux collaborent et doivent collaborer ensemble. Si par exemple il y a un blocage dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, on va faire appel à un juge, au juge national, pareil pour contester la validité d'une sentence. Donc la justice, ce qu'on appelle communément la justice, participe quand même à l'arbitrage indirectement. Donc c'est la qualité des juridictions d'État, et 2, ça sera la qualité aussi des arbitres. Il y a encore aujourd'hui trop peu de grands noms d'arbitres africains. Il y a un certain nombre de grands noms au Maroc, en Égypte, au Kenya, en Afrique du Sud, un peu au Nigeria, mais on manque encore de grands noms d'arbitres, et ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est l'histoire d'une génération. Et ça renvoie aussi à la question beaucoup plus vaste de la formation des juristes sur le continent et de la qualité des études de droit dispensées sur le continent. Okay, plein de pistes en tout cas pour africaniser encore plus l'arbitrage international. Merci beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui. Merci Louise. Merci beaucoup.